Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bonjour mesdames, messieurs, je vous trouve très courageux par telle chaleur d'aborder un thème aussi épuisant que la polyphonie, ou que les polyphonies. Alors la combinaison des lignes entre elles, c'est une grande permanence de l'histoire musicale humaine, avec naturellement des traditions particulièrement fortes dans certains cas de figure, avec certaines traditions particulièrement fortes, en dehors de la nôtre, par exemple les traditions de Géorgie ou les traditions d'Afrique subsaharienne, et avec des moments, bien sûr, des âges d'or particulièrement heureux. La Renaissance est le nôtre et va être une sorte de référence constante pour des générations et des générations, particulièrement jusqu'au moment où on abandonne le langage tonal, mais aussi au-delà, selon les cas de figure. À partir de là, on aura des créateurs qui se tourneront vers d'autres influences. Quels créateurs ? Bien ceux qui fonctionnent avec ce type de structure, en fait. C'est-à-dire qu'on voit que, génération polyphonique ou contexte polyphonique ou non, on a des compositeurs qui sont des grands polyphonistes. On voit par exemple en plein romantisme ou en plein baroque tardif des compositeurs comme Brahms dans le premier cas, Bach dans le second, qui deviennent de plus en plus polyphonistes, alors que ce n'était pas forcément dans l'air du moment. Ce qui est captivant avec Bach, qui toute sa vie tente de se dépasser lui-même, c'est de voir comment, dans la dernière période de sa vie, la polyphonie devient un défi de plus en plus exigeant. On a l'impression que dans son désir transcendant de maîtriser le cosmos, quelque part, la création, son artisanat lui-même, eh bien, il se fixe des défis de plus en plus exigeants, même lorsque l'œuvre ne le demanderait pas, et surtout lorsque c'est lui-même qui choisit de composer une œuvre plutôt qu'une autre. Au moment où il est délié de certaines exigences, il choisit par exemple de composer un grand cycle, une de ces cathédrales, avec un ordre général supérieur, un ordre qui englobe, l'ensemble des pièces. Je voulais parler de l'art de la fugue, où il semble qu'il se fixe pour chacun des grands types de contrepoints, de références, d'aboutir à un degré de maîtrise inégalable et inégalé. Je vous propose de nous pencher vers les plus peut-être communicantes de ces pièces, qui ne sont pas des fugues, en fait, qui sont les canons. Pourquoi ? Parce que rien de plus simple que d'expliquer un canon. C'est une ligne qu'en imite très exactement une autre. Mais rien de plus sophistiqué que d'écrire un canon. En effet, de se livrer à cet exercice d'imitation toujours décalée, tout en faisant en sorte que le travail de contrepoint, le travail
d'agencement des notes est dans les règles, mais aussi génère de l'intérêt musical, est une chose complexe. Et il est étonnant de voir la richesse des combinaisons qu'obtient Bach et par voie de conséquence la richesse d'expression musicale, par exemple, étant donné les objectifs de départ fixés qui sont parfois infiniment contraignants. Alors, voyons par exemple son canon à l'octave. J'en joue le début. C'est en fait une variation du thème de base de tout le cycle. Et bientôt, en effet, une main reproduit à l'identique ce qu'a fait la première. Nous avons entendu s'y ajoute maintenant pendant ce temps-là, la première main a continué. Elle n'a pas répété la même chose. Elle nous a fait entendre des formules nouvelles. Que nous allons entendre à la deuxième main quand celle-ci va faire l'imitation. Mais lorsque nous avons entendu cette imitation, la première main, elle, avait ces quelques mesures d'avance et elle nous a fait entendre et ainsi de suite. C'est ce jeu-là, donc le canon, c'est le principe de Frère Jacques, mais lorsque c'est un peu plus élaboré, ça peut être très captivant. Alors, il y a deux choses qui sont, je crois, particulièrement remarquables dans ce canon. La première, c'est que dès le départ, on a eu un peu le pied qui dansait dans cette sorte de gigue à trois temps. Et ça continue quand on fait des combinaisons compliquées. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que Bach, l'énorme penseur, ne peut pas s'empêcher d'être toujours un être plein de vie, de chair et de sang, qui aime les musiques de chant, d'expression, de danse, et qui toujours trouve le moyen d'insuffler de la vie à tout ce qu'il fait. Ce qui fait que nous ne suivons pas seulement l'architecture de cette œuvre à la combinatoire, défiant tout ce qu'on peut imaginer, mais on vit cette musique comme toute musique jouée, avec nos émotions et en laissant notre fantaisie être touchée par celle de Bach. On voit donc bien que chez cet homme qui entend assumer une tradition polyphonique de haut vol et la porter à son apogée, il y a en même temps le désir de communiquer à son auditoire le résultat des calculs de la façon la plus vivante possible. Donc, au bout du compte, ce n'est pas une musique qui donne mal à la tête et qui dessèche le cœur, c'est une musique qui nourrit toutes les dimensions de l'humain, et pas seulement, naturellement, sa dimension mentale. Autre dimension dans cette pièce courte et très vivante, son plan général. Nous venons d'entendre peu ou prou une première partie où le thème commençait par une quinte. C'était la quinte du début du thème de tout le cycle, comme je l'ai dit, simplement renversée. Le thème de tout le cycle, c'est et là, on a commencé par comme si on met un petit miroir et tous les intervalles sont renversés. Au lieu de monter, on descend et inversement. Maintenant, un peu plus tard, on entendra presque la même chose, mais
sur un autre degré et commençant par une quarte. C'est le principe de la réponse dans la fugue. On voit donc bien qu'il y a un désir non seulement d'avoir ce principe de canon, mais de lui donner une forme générale pour que chacune des pièces soit structurée d'une façon particulière. Un peu plus loin, nous sommes à la dominante. Même thème qui sera imité à l'identique. Si le pianiste ne se trompe pas de note, en tout cas. Mais ici, vous avez bien remarqué qu'on est dans une autre tonalité, mais que surtout, on a renversé le thème. C'est-à-dire qu'on commence en montant et qu'on descend, au lieu, comme au début, de commencer par descendre et de monter. Donc, vraiment, il y a une sorte d'organisation générale rappelant l'organisation de la fugue. Nous sommes dans un vaste ouvrage où il y a essentiellement des fugues dans une pièce vraiment canonique. Et on pourrait continuer ainsi pour voir combien l'ordre général est bien équilibré dans cette pièce. Nous passons à un autre canon, le canon à la 12e, donc c'est une autre distance. Au lieu d'être à l'octave, il est à un intervalle supérieur. On s'amuse à ce que cette imitation soit à des distances différentes selon les pièces pour créer de la variété. Et aussi pour avoir plus de challenge technique. En quelque sorte, la combinatoire sera à ce moment-là différente. Voici comment commence donc ce canon. C'est toujours notre thème, et ainsi de suite, mais varié d'une façon différente, puisque dans cet immense ouvrage, où les canons comportent certains comportements de la forme de la fugue, le thème général est légèrement varié de fugue à fugue ou de fugue à canon, de sorte que le principe de variation, autre grande forme, est aussi inscrit dans ce grand ouvrage. On voit donc qu'on a une sorte d'esprit de synthèse générale d'un compositeur supérieur qui pouvait se permettre, comme ça, alchimiquement, de mélanger les genres. J'ai bien souligné le moment où la deuxième voix rentrait pour qu'on comprenne bien ce qui se passait, et au fur et à mesure, ce flux va à nouveau s'organiser par des réitérations du début, comme si en fait le début était un thème de fugue que l'on réitérait, c'est le principe de la fugue. On a un thème de base et il est répété, et cela crée des imitations. Seulement, au bout d'une page, au bout de la moitié de cette courte pièce, il va se passer la chose suivante. On n'entendra plus mais, c'est la même chose, simplement, les deux parties se sont inversées. La main droite joue la main gauche, si vous voulez. Et un peu plus loin, la main gauche, celle qui n'était pas concernée par ce nouveau départ, va imiter la main droite. Donc c'est plus en bas puis en haut, c'est en haut et en bas. Et est-ce qu'on aura toujours le même intervalle de 12e, vous vous rappelez? Et puis, non, cette fois-ci, ça sera différent. Et la deuxième répondra. Donc on voit qu'on a un changement de la distance, c'est un jeu supplémentaire, c'est une façon de faire monter les enchères. On a aussi un renversement.
c'est-à-dire qu'on va entendre la même musique qu'on a entendue depuis le début en haut. Et puis celle qui était en bas, on l'entend, celle qui était en haut, enfin, il y a un inversement des deux voix. Donc au lieu que la combinaison soit comme cela, elle sera comme cela. Ça veut dire qu'en fait, dans la combinatoire de Bach, où une note d'en bas était aussi une note de base, vous savez, la base d'une harmonie, elle devient maintenant une note de la mélodie. Ça veut dire donc que quand il conçoit son canon de base, sa combinatoire doit permettre à une partie d'avoir de la valeur comme partie de basse ou comme partie d'aigu. C'est ce qu'on appelle le contrepoint renversable. Là aussi, c'est faire monter les enchères. Et ma foi, dans cette pièce, on a l'impression d'entendre tout le temps la même chose. Parce qu'au début, c'est... Et puis au bout d'un moment, de surcroît, les voix s'imitent localement. Un peu plus loin, il y a des petites imitations. Et puis au bout d'un moment, le passage dont je parlais intervient, c'est-à-dire qu'on est à la moitié de la pièce, les voix s'inversent. Alors on entend... Et la voix d'en bas, qui est maintenant la voix secondaire, fait des petites imitations aussi. Et maintenant, c'est le tour de la voix qui imite de rentrer en jeu. Mais l'autre, bien sûr, va l'imiter aussi. Ce qui fait qu'entre cette forme et ces différents jeux techniques, au bout d'un moment, on ne sait absolument plus où on en est. On a l'impression d'entendre toujours les mêmes choses qui tournoient les unes avec les autres. On voit que c'est en même temps très fort, que c'est extraordinairement intriqué, et en même temps, on ne sait plus où on en est, alors que pourtant la forme est d'une clarté extrême. On voit donc bien que là, il y a une espèce de jeu de Bach avec cet objet complexe qui est absolument magistral. Autre canon, autre projet. Le projet technique, le projet du contenu ensuite, très important. Le projet technique. Alors notre thème, je vous le rappelle, et sa transformation, sa variation maintenant. Maintenant, Bach fait un canon en mouvement contraire. Donc c'est comme quand on met le miroir, on a la ligne inverse. Si je les joue en même temps, on se rend compte que ce sont les mêmes intervalles parfaitement symétriques, à part des petites modifications, des petites altérations qui sont permises selon le contexte harmonique. Alors ça, c'est déjà une chose, donc de prévoir que tout va se combiner en ayant deux lignes opposées. Mais ça ne serait pas suffisant pour Bach, en tout cas pas celui de ce projet-là. Pour ajouter un peu de sel, la deuxième voix va imiter, mais en augmentation, c'est-à-dire plus lentement. Là, 2 fois plus lentement. Au lieu de chanter à la vitesse suivante, etc., elle chante.
à son train de sénateur. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne deux voix qui n'ont plus du tout la même homogénéité qu'auparavant. Dans les deux canons précédents, les deux voix se confondaient, c'était vraiment le même monde, le même caractère, le même comportement. Là, au contraire, on va avoir, en conséquence de cette vitesse différente, la sensation d'avoir deux personnes qui chantent ou qui interprètent différemment le même texte. On doit bien toujours garder en mémoire le fait qu'il s'agit de la même mélodie combinée avec elle-même. Vous savez, souvent à l'époque, on n'écrivait du reste qu'une mélodie, et c'est l'interprète lui-même qui réalisait le canon. Alors, on se dit bien sûr, il y en a une qui court 2 fois plus lentement que l'autre. Même si elle démarre derrière, si j'ose dire, il y a un moment où il va falloir faire quelque chose avec la pièce. Et en effet, Bach va faire la même chose que dans le canon précédent, c'est-à-dire qu'à la moitié de la pièce, il va jouer au jeu du renversement. C'est le grave ou la main gauche qui énoncera à nouveau le thème comme au début, dans la vitesse d'origine. Et la même musique se fera entendre, mais si j'ose dire la tête en bas. Et maintenant, c'est la partie supérieure qui a ce tempo presque arrêté, ce tempo 2 fois plus lent. Alors, imaginons donc le travail de déduction qu'il faut pour arriver à ce tour de passe-passe considérable. Ce qui est étonnant, même qui nous laisse pantois, c'est la façon dont nous ne sentons jamais ce travail, dont nous ne sentons jamais qu'il est aidé, j'allais dire forcé, et dont l'expression musicale semble toujours pleine et naturelle. Et pour bien sentir justement la façon dont un compositeur peut lier écriture et expression, je vous propose de comparer la première version de ce canon, celle de la première publication, de la publication du vivant de Bach, de ce qu'était alors un ensemble inférieur en nombre de pièces, avec la version postérieure, donc celle qui a retenu finalement l'attention du compositeur et qui a été publiée post-mortem. Je joue donc cette première version et vous verrez qu'elle est beaucoup moins tourmentée sur le plan expressif et harmonique que la première, elle est beaucoup moins contournée par moments sur le plan mélodique aussi, elle est très diatonique et très fluide en comparaison. Même début donc,
même main gauche maintenant. Mais maintenant, la partie supérieure change. C'est une autre combinaison qui est proposée, donc qui fera en sorte que la façon dont la partie inférieure continuera, eh bien, sera différente également. Un tout autre univers que ce que nous avons entendu tout à l'heure. Comparons, par exemple, de façon rapprochée dans le temps, ce qui est très comparable, l'endroit où nous sommes parvenus. La première version, avec ses syncopes, ses modulations, sa modulation plutôt, a certes une profondeur et un pouvoir d'expression très convaincant. Mais rien à voir avec l'aspect presque haletant de la mélodie dans la première mesure de la version postérieure. Ou du caractère implorant de ces chromatismes. De l'exceptionnel emploi des intervalles dans la partie lente, cette sixte descendante, cette sixte montante, et puis l'intervalle du diable, le triton. Et maintenant seulement des sixtes. Combinés avec nos seufzer, nos soupirs, bref, véritablement l'expression d'un air de passion. Je joue maintenant ce passage tel quel, sans le polluer de mes commentaires. Nous sommes tout simplement bouleversés par cette musique de souffrance condensée. Le travail de la pensée et de l'ordre supérieur ajoute à cette souffrance une dimension de verticalité et de transcendance qui place cette pièce très haut parmi toutes celles qui ont été composées pour clavier à quelque époque que ce soit. Alors, bien sûr, Bach reste l'intouchable en matière de polyphonie, puisque la polyphonie est notre thème. Et lorsque des compositeurs
classiques ou romantiques mettront un accent parfois local sur la dimension polyphonique, parfois plus générale. Il y aura un retour ou non à Bach ou aux anciens qui sera plus ou moins significatif. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec Beethoven, sa force de personnalité et le fait qu'il appartient, qu'il ouvre en quelque sorte une époque tellement différente, qu'il incarne une nouvelle époque, eh bien, cette dimension ne pèse pas sur ses épaules. Ainsi, si nous pensons à l'importance que prend la polyphonie et notamment la fugue dans la partie tardive de sa production, et puisque je suis un peu ici interdit de quatuor à cordes, comment les démontrerai-je? Encore plus de pièces pour de nombreux partenaires, comme des messes par exemple, eh bien, je m'en réfère aux dernières sonates et à la façon dont, dans les finales, il trouve une sorte de libération compositionnelle en utilisant la polyphonie, particulièrement la fugue. Nous reviendrons dans le séminaire sur la forme, sur la sonate opus 110, justement parce que la fugue permet à Beethoven ici d'inventer une forme nouvelle, ou en tout cas de régénérer une forme ancienne, mais de façon tellement magistrale qu'elle nous semble tout à fait nouvelle. Par contre, je vous propose de nous pencher sur les sonates opus 101 et 106, les deux qui concernent ce que nous étudions aujourd'hui, parce qu'elles sont très significatives, à mon avis, à cet égard. Alors d'abord, la sonate opus 101. Vous vous souvenez, sonate avec beaucoup de questionnements. Comme si Beethoven, le philosophe, ou l'homme de sa culture, trouvait un moyen de transposer musicalement les questions qu'il se pose. Et il y a toujours un moment où cette question devient plus dramatique avec lui, et oui, c'est ainsi. Et puisqu'il est un homme du travail de la matière, il trouve un moyen de mettre en action la matière pour sculpter en quelque sorte ce qu'il veut nous dire. Et là, dans ce cas de figure, eh bien, c'est une chose faite par le trille, comme ça lui arrive. Nous avons étudié cette dimension, par exemple, avec la sonate opus 111 déjà. Et maintenant, un geste libératoire. Alors, c'est un rythme, c'est un accord de dominante, c'est aussi un paquet. C'est toute la main qui, d'une façon péremptoire, dit « Maintenant, il se passe quelque chose, je fais quelque chose. Moi, l'individu compositeur, je prends la composition vraiment à pleine main et je décide vraiment de construire. » Une deuxième fois, et finalement la réponse à ces deux questions, qui est en fait la même cellule. Alors chez Beethoven, la cellule est toujours mère de tout, n'est-ce pas? Et en effet, ici, elle sera génératrice du thème. Et comme souvent chez Beethoven, il y a une petite cellule très reconnaissable, très vive, et il travaille dessus. Et il pourrait continuer, mais là, il la transforme. Bien, j'ai joué simplement la mélodie. Maintenant, comme les compositeurs qui jouent eux-mêmes sont très physiques, Beethoven donne des idées pour chaque main. Alors, il y avait cette idée, et l'autre main de dire... Elle fait un jeu d'imitation. Donc,
elle pourrait simplement faire un accompagnement. Là, c'est vraiment tout de suite de dire, non, dans cette sonate, on va imiter les petites cellules, comme dans la tradition polyphonique. Alors on se dit, de quoi s'agit-il? On ne commence pas vraiment une fugue. Une fugue, c'est une voix et puis une autre. Mais c'est peut-être un morceau, quand même, dans cette direction-là. Et quand arrive la deuxième partie de la phrase, on se dit, non. Il y a vraiment une mélodie et un accompagnement. Donc on se dit, c'est une sonate instrumentale, typique, un peu virtuose. Et puis ça repart. Et cette fois-ci, c'est la main grave qui commence et la main aiguë qui imite. Alors on sent, ah oui, mais alors c'était le thème ici et le thème là. Ça ressemble quand même beaucoup à un début de fugue. Donc il y a quelque part cette sève polyphonique et cette sève de tradition polyphonique quelque part. Et puis ça se termine comme tout à l'heure ça s'était terminé. Parfait. Et en fait, ça continue comme une sonate et au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on est vraiment dans une sonate classique. Même si dans ce passage plutôt lyrique, il y a des petites imitations dans la texture. Mais bon, ça, c'est pas vraiment de la polyphonie. Et puis, l'exposition se termine. Vraiment avec Beethoven en bon héritier de Haydn, quelque part. Après cela, un tout petit pont qui nous amène à nouveau à nous poser une question. Alors, est-ce que Beethoven va faire, par exemple? Non, il fait module en mineur, donc plus dramatique, et la réponse est une gifle au moins aussi puissante que celle que nous avons reçue au moment du trigue. En fait, c'est le même geste. À nu, seulement des octaves, pas d'harmonie, et un silence. Alors ça, naturellement, c'est le coup de maître du grand dramatique qui s'est tout d'un coup créé une tension hitchcockienne à un moment de la forme particulièrement important, le début du développement. Et sa réponse, c'est quoi? Sa réponse, c'est la même chose, la même cellule, mais toute seule, non pas des paquets de sons, mais un son dans le grave et très piano. Et ensuite, qu'entend-on? Ah oui, notre thème en mineur, bien, rien de particulier là, mais il ajoute quelque chose à ce thème. Et il répète ce motif. Et là, nous comprenons, nous avions ce thème, et au début, ce thème qui était en majeur, il l'a conclu en disant « Ma foi, allons plutôt vers une musique agréable. » Et cette fois-ci, quand nous l'entendons en mineur, il la complète d'une autre façon, il fait une autre proposition et il dit « Non, attention, ça va être du sérieux, voici un matériel sur lequel on va pouvoir bâtir. » Et en effet, il bâtit. On va avoir une imitation, c'est notre seconde entrée de fugue ou de petite fugue, de fugato. Et là déjà, on joue de voix à voix en imitant le motif qui a été rajouté et l'autre voix de répondre. Et puis la troisième voix rentre et ainsi de suite. Et là, on voit
l'esprit et les faits de la polyphonie qui sont pleinement là. On voit donc bien que, quelque part, ça n'est pas un morceau polyphonique ou ça n'est pas une sonate avec des pans de fugue comme ça, c'est l'esprit de polyphonie qui est plus ou moins présent, plus ou moins greffé quelque part et qui, à certains moments, prend le devant de la scène. La polyphonie qui est presque mise en scène dans cette sonate. En fait, il s'agira d'une polyphonie totalement différente de celle de Bach et des anciens de la Renaissance. Il s'agira beaucoup plus de construire avec des gestes puissants pour accumuler de l'énergie et du drame que de suivre des lignes et leurs combinatoires subtils. Ainsi, quand la fugue a déjà travaillé, si j'ose dire, on sent qu'on a bien une œuvre finalement qui sonne beaucoup plus verticale qu'horizontale. Et un peu plus loin, on voit que Beethoven joue le jeu de l'accumulation. Il imite, en sautant d'une voix à une autre et avec son thème d'origine, mais l'effet général, c'est une sorte de montée d'escalier qui coûte. Il est clair qu'il entend faire de la polyphonie tout à fait autre chose que simplement de s'emparer d'un héritage en l'embellissant. On a vraiment ici la joie de l'accumulation et non pas l'épure des lignes. Pour nous convaincre de la puissance du geste dramatique chez lui, même dans un contexte polyphonique beaucoup plus exigeant que celui de la sonate opus 101, par exemple celui de la sonate opus 106, eh bien, confrontons-nous une fois de plus à la sonate à mur-clavier. Je crois que c'est la 3e fois, mais il y a des monts Everest que l'on essaye de gravir autant de fois que possible, sans doute sans résultat. Vous rappelez-vous le moment où le thème est entendu par augmentation? Donc c'est comme dans Bach tout à l'heure, ça veut dire qu'il est plus lent, là 2 fois plus lent, comme chez Bach. Rappelons-nous du thème avant, c'est donc ce thème qui commence par un grand saut, et puis un trille, et puis des gammes ou des essais de gamme, et puis un flux qui ne s'arrête jamais, avec une énergie extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça donne quand c'est plus lent? Alors, la proposition suivante. Etc. Et ça continue un petit bout de temps. Comment Beethoven travaille-t-il son idée? On a vu comment Bach subtilement suivait toujours la logique de son thème en augmentation et arrivait à trouver des correspondances toujours incroyablement renouvelées qui stimulaient toujours notre écoute de la combinaison des lignes. Eh bien, Beethoven y va plutôt en mettant les coudes sur la table, si j'ose dire. En effet, après que nous ayons entendu le trille, qui lui-même est étendu et développé par une figuration très audacieuse, eh bien, à la mélodie de base se joint la 2e de nos 3 lignes, c'est une fugue à 3 voix, ce qui fait que le thème en général acquiert un poids considérable et comme il est énoncé non pas lié mais détaché,
de surcroît avec un renforcement sur chaque temps. Et on a vraiment un effet de masse absolument colossal. Qu'en est-il de l'autre voix, la troisième? Eh bien, elle imite, comme dans toute bonne fugue, elle imite le saut originel de ce thème. Elle ne fait pas une dixième, tout à fait cet intervalle, elle fait une octave. Et puis après, elle fait un saut beaucoup plus grand, en croisant tout le reste, et elle va tout en haut du clavier faire entendre comme si le principe du saut était vraiment élargi à l'extrême. Et un peu plus tard, elle fait son contrepoint, elle fait sa ligne, mais au lieu de la faire dans un registre proche, pour que ça soit bien intégré, elle le fait très haut et de surcroît détaché, ce qui fait que nous entendons quelque chose de complètement inouï, surtout à l'époque, et qui sort pour nous de la référence du contrepoint. De même après, lorsqu'à nouveau elle saute dans le grave pour énoncer des basses de pédalier d'orgue gigantesques avec des octaves très massives, là encore, c'est l'aspect vertical, monstrueux, la transformation presque indécente de l'idée d'origine qui nous frappe. On ne perçoit finalement ici presque plus le contrepoint. Le contrepoint aussi est remis en question, pas seulement la sonate et la forme sonate qui étaient remis en question par l'arrivée en force de la fugue. Vous vous rappelez aussi que l'écriture virtuose remettait en question le contrepoint. Nous en avons traité dans notre heure sur la virtuosité, mais nous voyons aussi que le principe du contrepoint, qui était presque le principe corrupteur, est lui aussi mis en danger, déstabilisé par cette gestuelle beethovenienne complètement nouvelle et d'une audace incommensurable. Et après, eh bien, ma foi, après, de nouvelles aventures tout aussi obscènes, quelque part, dans un héritage aussi noble que celui de la polyphonie.